Donc, bonjour à tous, ici de Star Wars Universe pour vous parler de Star Wars en 2017. Il y a 2 ans, on avait fait Star Wars en 2015, et maintenant on a fait Star Wars en 2016. Puis depuis, il s'est passé 1 an, donc on va revenir sur cette année, puis on va parler un petit peu de ce qui va arriver l'année prochaine. C'est Skycard, je m'occupe de collections, de Lego, de fanart sur le site, et nous avons Bane à côté de moi, qui s'occupe de livres. Et d'interviews en autre chose. On va commencer donc le grand événement de 2016-2017, à savoir la sortie de Rogue One en décembre dernier. Là, on va passer rapidement dessus, puisque demain on fait une autre conférence sur les spin-offs. On détaillera beaucoup plus les choses autour de Rogue One. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le film Star Wars, le deuxième film Star Wars qui a le plus rapporté. Le premier étant l'épisode 7, évidemment, et puis le troisième, l'épisode 1. Donc, c'est quand même pas si mal tiré pour un film qui ne contient ni Luke Skywalker, ni Han Solo, et peut-être un petit caméo de la princesse Leia, mais voilà, il n'y a aucun des acteurs principaux, et il s'en est très bien tiré au cinéma. Et voilà, et au niveau des critiques, ça reste un petit peu mitigé, mais peut-être moins que l'épisode 7. Voilà. Et puis, en dehors du film, on va aussi parler du côté marketing avec Adrien. C'est un film qui, d'un point de vue marketing, a été assez différent du martèlement qu'on a pu avoir pour l'épisode 7. L'épisode 7, c'était le premier Star Wars depuis 10 ans, donc il fallait bien marquer le coup. Il y a eu un certain nombre d'événements en amont de l'épisode 7, des événements donc, sur les produits dérivés. On a eu, c'était en septembre, ce qui a été appelé le Force Friday, c'était la divulgation et la mise en vente de tous les produits dérivés sur l'épisode 7, les figurines, les sabres, les Lego. Ils ont tous été divulgués lors de ce Force Friday et mis en vente dans la foulée. Pour Rogue One, ce genre d'événement aurait dû avoir lieu. On avait eu quelques informations en amont comme quoi ça aurait lieu. Force Friday, toujours. Vu qu'on n'a pas reçu d'informations complémentaires, on a supposé que c'était annulé et ça a été annulé. Il y a eu aussi un martèlement en termes d'œuvres pour introduire l'épisode 7. On a eu un programme de publication d'ouvrages qui s'appelait Voyage vers l'épisode 7, vers le réveil de la force. Rogue One aurait dû avoir son road to Rogue One, route vers Rogue One, mais encore une fois, les comics qui avaient été annoncés pour introduire le film ont eux aussi été annulés. Donc d'un point de vue marketing, ces deux événements n'ont pas eu lieu pour Rogue One, et même le grand public, désolé, avait du mal à appréhender ce film, à comprendre ce que c'était. Quand les premières bandes annonces sont sorties, on voyait énormément de messages, même nos proches de ça, fans de Star Wars, nous disaient je comprends pas l'épisode 8, qu'est-ce que ça vient faire là, on en a déjà eu 2, on en a eu l'autre dans l'épisode 7, on en ressent encore un remake. Donc il y avait eu un manque de communication, que ce soit sur les spin-offs en général ou sur ce film, une présence plus faible du film et des informations inhérentes à celui-ci dans la presse. Donc l'ensemble du plan marketing des spin-offs était assez différent de celui de l'épisode 7, assez différent de celui de l'épisode 8, parce qu'on sait déjà qu'il va y avoir un voyage vers l'épisode 8 de prévu, mais on en parlera après. Donc le spin-off était là en galop d'essai, et on a vu ça dans le marketing du film. Donc aussi en 2016-2017, les séries animées Star Wars, séries qui passent à la télévision sur des chaînes plutôt axées jeunesse, se sont poursuivies. Star Wars Rebels a entamé sa 3e saison cette année, avec de nouveaux ennemis qui finalement étaient bien connus. Si vous voyez l'affiche, vous voyez un Dark Maul. Oui, Star Wars Rebels se passe 2 ans avant Rogue One, et oui, Dark Maul est vivant 2 ans avant Rogue One. Ça reste des informations officielles, ça reste la chronologie officielle du film de la saga. Maul était bien vivant 2 ans avant Rogue One. Julien. Et l'autre personnage que vous avez peut-être reconnu, un personnage qui a été réutilisé, qui a été réintroduit, c'est le personnage de Leonard Troll. Grand personnage iconique de l'univers légende, un personnage qui a été créé au tout début des années 90,
Et sa réintroduction donc, dans Rebelle a soulevé beaucoup de passion de la part de puristes ou pas. Mais c'est comme ça, il est là. Et il a même, entre guillemets, été validé par son auteur, puisque l'auteur qui a créé le personnage en 90-91 a sorti cette année un livre qui sert de préquel à l'apparition du personnage dans la série animée, donc un roman qui se passe quelques jours à quelques années avant sa première apparition dans le premier épisode de la saison 4. Voilà, cette saison 4 qui commence... Saison 3, oui, pardon. Je me vois déjà l'année prochaine. Cette saison 3, donc, qui commence à joindre les deux bouts, puisqu'elle se passe, comme je l'ai dit, 2 ans avant Rogue One, donc on est 2 ans avant l'épisode 4. Donc on commence à voir des personnages très connus de Star Wars, on commence à voir, on avait déjà vu Leia un peu avant, on a vu le personnage de Saw Gerrera introduit dans Rogue One, on a vu le personnage de Mon Mothma, le personnage de Général Dodonna, Wedge Antilles apparaît. Donc on commence à joindre les deux bouts avec cette série animée qui revient l'année prochaine, on en parle un peu après. Et enfin, donc, la meilleure série de l'année en fait. Parce que Rebelle, bon, c'était sympa, mais il y a des épisodes qui servent à rien. Quelque chose un peu contestable. Tron a plu à tout le monde. Bon, non. Mais il y a aussi eu une petite série passée complètement inaperçue, Lego Star Wars, les aventures des Freemakers, qui, comme toutes les séries Lego Star Wars, les films Lego sont excellents, hein, je vous les conseille. Je n'ai pas d'action chez Lego, mais regardez, c'est vraiment génial. Freemaker Aventure, donc une série de 13 épisodes, avec un fil rouge, avec l'intrigue qui avance à chaque épisode, ça fait plaisir. Enfin, d'autres petites séries. Voilà, donc cette série-là se passe entre les épisodes 5 et 6. On suit une petite famille de ferrailleurs qui récupèrent des morceaux de vaisseau pour en construire d'autres, les revendre, qui ont des petits problèmes avec l'Empire, et dont le petit frère de la fratrie a visiblement une affinité avec la Force et a découvert un morceau de cristal Kyber. Cristal Kyber, comme les cristaux qui sont utilisés sur les Tours de la Mort, pour reconstruire un peu ce qui était le premier sabre laser, un sabre qui pour le coup était fait de cristal et donc complètement solide. Donc on a cette histoire qui est racontée au fur et à mesure et qui est canon. On ne le dira jamais assez. L'histoire de Lego Freemaker est officielle. La seule chose qui n'est pas officielle, c'est que c'est une interprétation de l'histoire qui se serait réellement passée. C'est une interprétation Lego, donc très rigolote, avec des personnages qui se déboîtent des bras, qui se changent la coiffure, bon, voilà. Mais des personnages existent dans l'univers officiel Star Wars, et ça fait beaucoup plaisir. Pour vous faire un parallèle, il y avait eu un mini-épisode Lego où il y avait le personnage de Poe Dameron qui sauvait l'amiral Ackbar. L'épisode ne peut avoir lieu. La manière dont il est raconté, c'est pas possible que ça ait lieu dans l'univers Star Wars. Par contre, un comic s'est sorti, le comic C3PO, où C3PO est sauvé par Poe Dameron. On voit comment il obtient son bras rouge, mais c'est une autre histoire. Et à la fin, C3PO lui dit l'amiral Ackbar est en danger, il faut aller le sauver, et le comic s'arrête comme ça. Donc le fait que Poe Dameron a sauvé l'amiral Ackbar, c'est canon, comme l'histoire de Freemaker. Mais la manière dont ça s'est déroulé n'est pas canon. Il faut un peu le voir comme ça, la nuance de ces séries Lego. Après, c'est vrai que autant dans l'ancien univers étendu, on présentait tout comme étant soit canon, soit pas du tout canon. Là, ils sont en train de, sans trop le dire, d'avoir une sorte de mythologie où on dit qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais c'est pas super important de savoir dans quel ordre. Et puis, bon, voilà, il y a des choses comme les Freemakers, ça s'est passé, mais pas de cette façon-là. Est-ce qu'on aura la version officielle un jour? Je ne sais pas. On n'a pas eu que de la télévision, 2016-2017, on a aussi eu des livres. Tu peux nous en parler? Ah non, on a des jeux vidéo, c'est vrai, pardon. Comme vous le voyez, on en a eu beaucoup. Des jeux vidéo sur mobile, hein, donc, est-ce que j'avais pris une liste? Ben non. Donc on va tout de suite passer au livre. Donc c'est maintenant qu'on va parler de littérature Star Wars. Donc tout d'abord, il y a tout ce qui sort autour des films. Il faut savoir que chaque film a droit donc,
d'abord à son adaptation en roman et en BD. Pour ce qui est du Réveil de la Force, on a eu donc droit au roman Le Réveil de la Force, et l'avantage de ce roman, c'est que si vous voulez voir toutes les scènes supplémentaires du Réveil de la Force, vous devez acheter 10 versions différentes du Blu-ray, 10 versions différentes du film en 3D, le steelbook, le DVD, et chacun a sa scène supplémentaire bien particulière. Mais il y a une alternative, c'est le roman qui intègre pratiquement toutes les scènes supplémentaires. Donc on avait eu droit à un bon roman à ce niveau-là, un roman Le Réveil de la Force, et on a aussi eu droit à un comics Le Réveil de la Force qui, lui, pour le coup, intégrait aucune scène supplémentaire, si ce n'est qu'on voyait le capitaine Phasma tomber dans le compacteur en aventure. C'est la seule scène supplémentaire du comics du Réveil de la Force. C'est pour ça qu'en général, si on me demande est-ce que je dois acheter le comics Réveil de la Force, je leur conseille plutôt de prendre la version jeunesse chez Delcourt, qui a des dessins assez stylisés, assez mignons, plutôt que la version Marvel, enfin Panini, qui, elle, nous permet de voir Phasma tomber dans le compacteur, on va dire. Rogue One a fait la même chose, en sortant donc sa novélisation, mais on en parlera demain, mais les scènes supplémentaires de Rogue One, c'est pas tout à fait comme le Réveil de la Force, il n'y en a pas vraiment, donc la novélisation n'intègre pas beaucoup de scènes supplémentaires, contrairement aux comics qui sont en cours de parution, donc on a envie de dire que Marvel a appris de ses erreurs, et contrairement au comics épisode 7, on commence à avoir beaucoup de scènes supplémentaires dans le comics de Rogue One, et à mon avis c'est une parution qu'il faut continuer de suivre puisqu'elle est en cours de publication. Et enfin, il y a un certain nombre d'œuvres qui introduisent les films, il y en a eu pour l'épisode 7, ça s'est pas bien passé parce qu'ils n'avaient pas le droit de dire beaucoup de choses. Par contre, les œuvres qui introduisent Rogue One peuvent aller plus loin, puisque les personnages de Rogue One sont pas mystérieux. On sait enfin, on les voit dans le film et on peut divulguer des choses sur eux, pas comme Rey, pas comme Snoke, ce genre de choses. Donc, si Samson est dans la salle, qu'il arrête de m'appeler. Donc, on pouvait divulguer des choses sur ces personnages. Je ne suis pas sûr de répondre parce que c'est... Oui, puisque finalement, Jyn, c'est un personnage qu'on a vu naître et mourir dans le film, comme tous les autres personnages. Et donc, les auteurs sont beaucoup plus libres d'inventer des choses derrière, alors que Rey, Finn, Poe, ils ont un avenir et donc on ne peut pas tout raconter. Il y a des choses que forcément les réalisateurs ont envie de se garder pour eux pour les prochains films. Donc, il y a beaucoup moins de possibilités. Par contre, une petite particularité, c'est que, comme j'ai dit sur l'épisode 7, il y a beaucoup de questions en suspens. Certaines qu'on ne peut pas répondre, pareil, c'est l'exemple typique, mais d'autres questions qui auraient dû être expliquées par le film, la situation politique de la galaxie, je ne sais pas vous, mais on ne comprenait pas grand-chose. Par contre, les œuvres qui sont sorties donc, après le film, enfin les œuvres qui sont sorties avant, ont enfin répondu à ces situations. Grâce à des romans comme Bloodline, qui, je le rappelle, sort en juin en français, on apprend enfin comment le Premier Ordre a été créé. Je veux dire, rien que cette question, on était en droit de se la poser lors du film, et le film n'apportait pas de réponse. Tout ça sortait ce Premier Ordre, tout ça sortait cette résistance, et là le roman Bloodline répond à cette question. D'autres questions comme la trilogie Riposte, que vous voyez à gauche, répondent aux questions sur comment l'Empire s'est finalement éteint, comment l'Empire a pu devenir le Premier Ordre, d'où part le Premier Ordre. Ça donne même des pistes possiblement des pistes sur le personnage de Snoke. Donc ces œuvres sont sorties après et elles viennent intéressantes parce qu'elles répondent à des questions. Elles viennent pas intéressantes en tant qu'œuvre, elles viennent intéressantes parce qu'il y a des petits éléments, il y a des petites pistes sur les films, sur les questions que les films auxquelles les films auraient dû répondre. Mais en 2017 et en 2016, on commence à avoir de bons comics, ce que j'appelle de bons comics parce qu'on était sur une pente un peu glissante. On a eu des séries qui ont enchaîné des choses assez peu Star Wars, des choses assez moyennes, que ce soit dans des séries, une série qui s'appelle Star Wars, qu'on voit là à l'écran, une série qui s'appelle Poe Dameron, la série Vador. Il y a eu des choses assez... Je ne veux pas trop divulguer, mais c'était pas forcément pertinent. Mais on arrive sur une nouvelle pente, quelque chose de meilleur chez Marvel.
et donc chez Panini en France, car les dessinateurs qui n'étaient pas forcément appréciés commencent à être remplacés, les histoires deviennent originales, et les séries qui s'arrêtent sont remplacées par des séries avec un plus fort potentiel. On a eu l'excellent comic Han Solo, avec le meilleur dessinateur que j'ai jamais vu, sincèrement foncé. Et la série Darvador, qui, comme vous le savez, a pris fin et est remplacée par la toute première série 100% originale, la série Dr. Aphra. Ce qui me permet de faire un petit point sur que ce soit toutes les œuvres littéraires de Star Wars qu'on a, qui montrent qu'on est dans un univers prolongé. C'est un univers où chaque œuvre est soit sur un personnage, soit sur un film. C'est-à-dire que chaque œuvre est là pour prolonger un personnage ou prolonger un film. Donc il y a... C'est vrai que jusque-là, on avait surtout des séries qui s'appelaient par le nom d'un personnage, pour vendre, à part Star Wars. Forcément, Star Wars, numéro 1, ça sent bien, mais c'était du Darth Vader, du Ahsoka, Darth Maul, Thrawn. Mais quelque part, c'est une dynamique qu'on avait déjà sur la fin de l'univers étendu, avec plein de romans type Kenobi, Darth Bane, Darth Plagueis. Et bon, même Yann Solo. La BD est sympa, mais c'est une aventure de Yann Solo. La BD Chewbacca, c'est une aventure de Chewbacca. On dessinait, c'est une aventure de la princesse Leia. C'est un peu fatigant, mais heureusement, il y a du mieux. Mais voilà, il y a du mieux parce que toutes ces œuvres sont là pour prolonger donc, un personnage. Y a pas de... Ça reste du bonus. C'est du bonus. C'est du bonus sur Maul, c'est du bonus sur Ahsoka. C'est du bonus. Il n'y a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est quand ça répond à une question d'un film, une question que le film aurait dû y répondre. Et heureusement, la seule œuvre vraiment 100% originale vient de commencer, et c'est, comme je vous montrerai là, c'est le comics Dr. Aphra. C'est un personnage totalement créé, qui ne prolonge aucun film, qui ne prolonge aucun personnage, qui est... elle est là toute seule, et on a une œuvre 100% originale qui commence aussi à explorer, comme elle est archéologue, le passé de Star Wars, et c'est mon coup de cœur de l'année, et c'est mon espoir, mon nouvel espoir en littérature Star Wars. Cependant, en 2016, nous avons aussi subi quelques pertes. Ah oui, malheureusement, on fait les 40 ans de l'épisode 4. Et oui, l'été dernier, on a perdu Kenny Baker, c'est 2D2, et puis Carrie Fisher en décembre. Ils manqueront. Et puis on arrive en 2017, donc ce qui nous attend là dans quelques jours, puisque j'en parlais, le 40e anniversaire de Star Wars, sorti le 25 mai 1977, et le 40e anniversaire arrive avec, en tout cas on nous l'avait promis à l'époque, plein de super offres, des annonces, des trucs incroyables. Et tu vas nous raconter ça. Et tout. Finalement, pas de nouvelle version du film, pas de ressortie cinéma encore annoncée, je crois. Il faut savoir que l'épisode 4 c'est un peu particulier au niveau des droits. Il y a une histoire avec la Fox. Mais la littérature, elle, s'en donne à cœur joie. Panini nous sort des tas d'albums avec des lithographies exclusives, Delcourt aussi. Ouais, des albums avec des photographies. Est-ce que c'est la meilleure façon de fêter les 40 ans d'un film culte à ce point-là, avec juste un petit bout de carton pour des BD que la plupart d'entre nous ont déjà? C'est pour ça que Del Rey va sortir un recueil de nouvelles qui s'appelle Star Wars from a Certain Point of View, qui va contenir 40 nouvelles qui vont nous raconter l'épisode 4. Donc ça, on le possède déjà en fait. Sauf que les nouvelles vont être du point de vue donc, de personnages anecdotiques du film. C'est-à-dire que le troisième Stormtrooper sur la gauche, il y aura sa nouvelle. L'alien adossé à la cantina aura sa nouvelle. Et donc ils vont nous raconter les scènes du film du point de vue de personnage du décor. Et 40 nouvelles, plus de 40 auteurs, parce que certaines nouvelles sont écrites par plusieurs auteurs, qui vont nous faire ce très gros livre qui sort en septembre, donc en anglais. Et pour le petit anniversaire, je dois dire que c'est à peu près tout, malgré la création d'un magnifique logo qu'on retrouve sur pas mal finalement de livres. Salut. Ok.
qu'il y a des bijoutiers qui ont prévu des trucs, ou des opticiens qui ont fait des paires de lunettes spéciales pour les 40 ans. Voilà, joyeux anniversaire Star Wars. Et sinon, à la télévision, par contre, on va être servi, puisqu'on aura Rebelle qui reviendra pour sa 4e et dernière saison. Donc, a priori, on devrait retrouver le Grand Amiral Thrawn, ainsi que peut-être des Nogris, ceux qui ont connu l'univers légende, c'est les gardes du corps de Grand Amiral. Et c'est sur la bande-annonce, ils apparaîtront dans la saison 4. On devrait retrouver aussi les Mandaloriens, on devrait retrouver Saw Gerrera. On va avancer de plus en plus vers Rogue One et l'épisode 4, sachant qu'il a déjà été annoncé qu'on ne reverrait pas la bataille de Scarif version rebelle, puisque dans la série on ne verrait pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui suivent Rebelle, dans Rogue One, le vaisseau des héros, le Ghost, apparaît à la bataille de Scarif. Mais on ne verra pas cette bataille reproduite dans la série. La vraie grande bonne nouvelle, c'est aussi la saison 2 des aventures des filmmakers. Ça, je suis très content. Donc, ça y est, les filmmakers ont rejoint la rébellion et ils vont participer à plein de petits trucs assez rigolos entre les épisodes 5 et 6 toujours, et croiser encore d'autres personnages qu'on a déjà vus dans Rebelle. Ils vont croiser Mon Mothma, je crois, Kari, qui est un bon calamari qu'on a vu dans Rebelle, et je crois qu'on verra d'autres petites choses comme ça. Et puis enfin, il y a une nouvelle série qui a été annoncée il y a moins d'un mois, une série qui s'appelle Force of Destiny, qui va être disponible gratuitement sur YouTube cet été. Ce sont des petits épisodes de 3 minutes qui vont être centrés à chaque fois sur une héroïne de la saga. Un choix assez intéressant, bon, après couplé à une opération commerciale où ils vont vendre des poupées. Ils se sont rendus compte qu'à voir dans le public là, la proportion de femmes dans les fans est sans doute un peu moins élevée que la proportion d'hommes, donc autant essayer de viser un public féminin. Et on a cette série qui est centrée sur des femmes. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Et donc on verra des moments importants de leur vie, ou pas d'ailleurs. Je crois qu'on voit dans la bande-annonce, il y avait Rey qui se baladait avec BB-8 sur Jakku. Donc peut-être une scène de l'épisode 7 qu'on n'aurait pas vue, mais qui est quand même importante pour la vidéo. On ne sait pas. On verra ça cet été. En tout cas, c'est gratuit, et puis c'est toujours l'occasion de voir du contenu Star Wars. Tant mieux. Puis on a enfin un petit peu de jeux vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de jeux vidéo. Star Wars Battlefront 2, le deuxième. Le premier Battlefront, enfin le deuxième premier Battlefront, fut une déception, catastrophe, avec un roman qui le fut tout autant. Cependant, les erreurs Marvel, Del Rey et EA semblent apprendre de leurs erreurs, et ce jeu a été annoncé avec une campagne solo, en plus de la version multi. En sachant que la version multi comprendra enfin les 3 époques. Donc, vous pourrez incarner du droïde, du rebelle et du premier ordre. Vous pourrez même faire de l'anachronisme, c'est-à-dire Yoda contre Kylo Ren. Ça fait rire. La campagne solo, on va parler de ça, parce que finalement, le multi, on en a déjà eu avec le Battlefront avant. La campagne solo va se dérouler sur normalement 30 ans, entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Elle se passe tout de suite après l'explosion de l'Étoile Noire, et elle va combler ce trou, ce vide, et on va suivre une escouade donc, impériale au début, premier ordre a priori à la fin. Elle est donc scénarisée par Watt Williams, qui est un vétéran scénario de jeux vidéo. L'héroïne, ce sera encore une fille, sera Iden Versio, et au sein de cette escouade, il y aura un système de classes. Au sein de cette escouade et du jeu, il y aura un système de classes, et ça sera plus un système comme dans le Battlefront précédent, où c'était l'achat des armes qui entre guillemets, personnalisait votre soldat.
si on parle un peu sortie, etc., ça sortira fin novembre et ça coûtera 60 €, comme un jeu vidéo, on va dire, classique. Hein. Donc pour résumer, hein, ce Battlefront 2, ça sera Battlefront 2 le premier, mais celui de 2005, mais en Frostbite. Enfin, ce jeu vidéo sera lui aussi accompagné d'un roman Battlefront 2, Inferno Squad, hein, c'est le nom de l'escouade qu'on incarnera dans le jeu. Et il faut savoir que ce roman sera un peu particulier parce qu'en fait, il va faire le lien entre Rogue One et Battlefront 2. C'est un peu particulier parce que cette escouade elle est créée pour traquer les survivants du groupe de rebelles de Saw Gerrera. On va supposer que quand Jedha se fait bombarder, les soldats de Saw Gerrera ont réussi à s'enfuir. Et cette escouade, l'escouade qu'on incarnera dans le jeu, est donc créée 4 ans avant le jeu. Et on suivra dans ce roman donc, cette création de l'escouade. On suivra dans le roman le personnage qu'on incarnera dans le jeu. Et on verra comment cette escouade va se mettre sur pied et comment elle va traquer les survivants du groupe de Saw Gerrera. Donc c'est vraiment un roman un peu particulier, qui va faire un lien entre un film et un jeu. Quelque chose d'inédit, je crois. Et du coup, Inferno Squad va faire le lien entre Rogue One et le jeu Battlefront 2. Et Battlefront 2 fera le lien entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Donc ça veut dire que si on fait entre le roman et le jeu, on va faire carrément le lien entre Rogue One et l'épisode 7. C'est pas mal. Enfin, c'est original en tout cas. Et le résultat, on verra. Je crois qu'on passe au bouquin qui nous arrive là, cette année. On a déjà pas mal parlé de VO jusqu'ici. On va continuer avec quelques livres en anglais. Donc j'ai dit que la série Dark Vador prend fin, c'est pour ça que j'ai mis Dark Vador sur cette diapo, c'est parce que c'est Dark Vador 2.0, elle recommence 19 ans après, et cette série a un intérêt puisqu'elle commence à la seconde même où l'épisode 3 s'arrête, et on verra Dark Vador construire son sabre laser rouge, on verra Dark Vador traquer les Jedi survivants, on verra la purge, on verra la création des inquisiteurs qu'on a pu voir dans Star Wars Rebels. Donc c'est une série qui a presque plus d'enjeux que la série Dark Vador précédente. Quelques jolis livres un joli livre un peu gadget. Je ne sais pas si vous avez acheté les versions anglaises des Jedi Pass, d'autres sites et compagnie. Et si vous ne les avez pas achetés, vous pouvez les voir sur le site du Jedi Order dans la fenêtre Chambon. Ils sont sur la droite quand vous rentrez. C'était des livres un peu gadget, avec un bouton, il y avait des livres qui sortaient, qui étaient surélevés et tout. Ils sont sortis en français, mais juste les livres. Et donc là, il y en a un nouveau qui va sortir, le Rebel Files, qui va... on a l'impression qu'il y a un peu un petit système holographique, je trouve ça sympa, mais il faudra voir après, il faudra voir de visu ce que ça donne. Et donc ça sera un peu comme les autres livres de la même gamme, hein. Ça va condenser des informations sur un groupe. On a vu sur les Jedi, sur les Sith, sur l'Empire, et ben maintenant on a sur les rebelles. Et un gros livre cette fois, sur les Stormtroopers, donc sur leur création. C'est pas un livre univers, c'est un livre sur la création des Stormtroopers dans la trilogie originale, la création des Stormtroopers dans la post-trilogie, dans épisode 7, épisode 8, création des armures, les dessins originaux, etc. Donc un livre assez making-of en fait finalement, sur un Stormtrooper. Donc tout ça d'ici la fin de l'année en anglais, et donc ça se suivra en français. Vu la manière dont on est réactif ces dernières années, je ne doute pas de sorties assez rapides. Je te rajouter que vous pouvez voir des petits logos journées de Star Wars The Last Jedi sur le Stormtrooper et sur Rebel Files, puisque comme pour la sortie de l'épisode 7, on en parlait tout à l'heure, on en reparlera après, il y a un programme journée ou Star Wars épisode 7, épisode 8, où en gros, tout ce qui peuvent sortir entre novembre et décembre, ils vont mettre ce logo dessus, même si ça n'a aucun lien avec le film. Voilà. Et en France, et ben déjà, moi je suis très content parce que Afra arrive en France, et elle arrive même gratuitement au mois de mai, parce qu'au mois de mai, il y a un truc particulier qui s'appelle le Free Comic Book Day, je ne me trompe pas.
Et Panini participe au Free Comic Book Day et nous donnera le tout premier numéro d'Afra, donc une trentaine de pages, gratuitement en librairie. N'hésitez pas à le réserver chez vos libraires, parce que ce qui est gratuit, ça part plutôt vite. Et donc, si j'ai pas réussi à vous convaincre de lire cette série, bah, lisez les 30 premières pages gratuitement, et puis faites-vous votre propre opinion. Le comic Dark Maul, qui se passe juste avant l'épisode 1, donc avant sa résurrection miraculeuse, va avoir droit à sa sortie française aussi d'ici la fin de l'année. Bloodline, évidemment, pour tout comprendre sur la création du Premier Ordre, lisez Bloodline, ça se passe 6 ans avant l'épisode 7, on y suit Leia au sein de la Nouvelle République. Il y a un truc. Je me demandais si tu savais quel était le titre français de Bloodline. Oui, Lien du sang. Ça me semble une traduction très littérale. Mais le contenu légende continue d'être publié en France. On est très content. Notamment avec l'ovni littéraire d'il y a presque un peu moins de 10 ans, Luke Skywalker and the Shadows of Mindor. C'est un livre, c'est indescriptible. Franchement, c'est de l'action du début à la fin. On n'a pas le temps de se reposer. Donc c'est du contenu légende, bien sûr, donc, qui n'est plus dans la chronologie officielle. Il se passe juste après l'épisode 6. Mais aussi des rééditions en intégrale, en sachant qu'un petit vote a été fait avec nos camarades de Star Wars Overnet et Planète Star Wars. On a fait un vote, on a demandé à la communauté quels étaient les livres qu'ils voulaient voir réédités en format papier. Et les deux les deux trilogies qui sont arrivées en tête étaient donc Dark Bane et l'Académie Jedi. Et donc ces deux trilogies vont être rééditées en fin d'année, en intégrale, toujours chez Pocket. Petit détail, là on a mis ces couvertures-là, mais ce ne sera peut-être pas ces couvertures-là qui seront choisies pour les intégrales. Et puis là, pour une fois, on a des infos sur les parcs d'attraction. C'est vrai que ces dernières années, on a vu des rumeurs, et puis ça finit par avancer. Là, cette année, en 2 mois, ils ont fini par ouvrir enfin Star Tour 2 à Paris. Donc Star Tour 2, l'aventure continue. Une réactualisation de l'aventure Star Tour. On est dans une petite navette, et puis on bouge, et on traverse la galaxie. Sachant que, contrairement au premier Star Tour, où c'était à chaque fois le même voyage qu'on faisait, là, dans Star Tour 2, il y a de l'aléatoire qui intervient. Il y a des milliers de possibilités, parce que sur le premier segment, il y a peut-être 10 voyages différents, et puis il y a un deuxième segment derrière, un troisième, ce qui fait qu'on peut vivre des dizaines d'aventures différentes, et à chaque film, il rajoute des segments. Là, pour Rogue One, je crois qu'on peut passer sur Jeddah et sur Scarif, donc c'est assez sympa. Et Paris aussi, ils sont en train de transformer Space Mountain pour l'intégrer à la petite zone Star Wars qu'il y a. C'est Hyper Space Mountain. Le jeu de mots est génial. Après, qu'est-ce que ça va donner au niveau du thème? On ne sait pas encore, c'est un très beau. Je crois que ça va. Ouais, ça va ouvrir en mai. 7 mai. Le 7 mai. Bon, bah voilà, la semaine prochaine. Et enfin, on peut parler des Disneyland aux États-Unis qui, autant nous, là, je pense qu'après ça, après Star Tour et Hyper Space Mountain, ils vont arrêter de faire des travaux pour faire des trucs Star Wars. Aux États-Unis, eux, ils vont carrément ouvrir des zones Star Wars. Ils sont en train de bosser dessus, qui vont ouvrir en 2019. Et donc, là, vous avez un concept art de ce qu'ils veulent faire. Il y en a plusieurs comme ça qui traînent sur Internet. On va pouvoir se balader dans des rues de l'univers Star Wars, rencontrer des indigènes, tout ça. Déjà, actuellement, c'est Dark Vador, mais là, ça va être beaucoup plus immersif. Ça va être assez cool. Et puis voilà, 2017, surtout ce qu'on attend maintenant, c'est le 13 décembre, mercredi chez nous. On aura avec 1 ou 2 jours d'avance sur les États-Unis, comme toujours ces dernières années. L'épisode 8, les derniers Jedi, même si le réalisateur a dit que en fait, The Last Jedi, lui, voyait ça plutôt au singulier, mais a priori, ce sera au pluriel, tant pis. Et puis il y aura aussi quelques sorties de romans et de BD pour accompagner les derniers Jedi. Il va y avoir un voyage vers l'épisode 8. Quelques œuvres ont été annoncées. On voit notamment beaucoup d'œuvres sur Phasma. Un comics qui se passera après sa chute en compacteur
et avant l'épisode 8, donc un comics qui va un peu remplir le trou entre les deux films. Peut-être le trou qui l'a concerné sur l'épisode 7 aussi. On avait beaucoup parlé d'elle et finalement on ne la voyait pas. Bon, c'est peut-être le moment d'en parler. Et justement, le roman va en parler, un roman Phasma, un roman qui se passera avant l'épisode 7, donc qui va concerner sur sans doute sa montée au sein du Premier Ordre, et donc un roman qui fera peut-être la liaison entre Bloodline, qui se passe juste avant la création du Premier Ordre, et l'épisode 7, qui montre ce Premier Ordre en France. Donc on a ces deux médias sur Phasma, et un roman jeune adulte. C'est une nouvelle mode en ce moment à Star Wars, on a un roman jeune adulte tous les ans. Quand on dit jeune adulte, ça ne veut pas dire jeunesse, ça veut dire un type Harry Potter, Hunger Games, ce genre de livre. Un roman jeune adulte sur Leia, qui est écrit par la sublime Claudia Gray, qui on doit les deux meilleurs romans de Star Wars de ces dernières années. Un roman sublime sur Leia, on s'interroge sur le fait que ce roman est labellisé Voyage vers l'épisode 8, puisqu'il se passe avant la destruction d'Alderaan. Donc, comment un roman qui se passe avant la destruction d'Alderaan peut être un voyage vers l'épisode 8? On avait eu pour l'épisode 7 des romans qui se passaient presque 40 ans avant l'épisode 7, mais il y avait l'intro du roman et la conclusion du roman qui se situaient quelques secondes, quelques heures avant l'épisode 7. Alors peut-être que ça sera sur le même modèle, peut-être que ça commencera par Leia pendant l'épisode 8 qui se dit « Ah, je me souviens de… » il y a 40 ans, et ça lancera le roman. Voilà. Donc, des petites questions comme ça qui restent en suspens sur ces œuvres labellisées Voyage vers l'épisode 8. C'est une très belle étiquette, mais bon, on ne sait pas s'il y aura vraiment… Voilà, on a vu ce que ça donnait pour le 7. On ne sait pas s'il y aura vraiment un lien avec le film. La suite, c'est aussi le 25 mai 2018, donc dans un an, le film sur Yann Solo, dont on n'a toujours pas le titre. Bon, là aussi, on reviendra demain dessus à 11h30, dans l'autre tente, ne vous trompez pas. Bon, je ne vais pas détailler grand chose dessus, sinon que, voilà, là on va attendre juste 6 mois entre l'épisode 8 et le film Yann Solo. Ça va faire bizarre, ça va être difficile d'attendre un an pour le film suivant, mais ça va être cool, puisque là on revient aux dates originelles de sortie des films de Star Wars. Jusqu'ici, ça sortait toujours en mai, et puis après le rachat, bon, ils avaient annoncé, à la base d'ailleurs, l'épisode 7 devait sortir en mai 2015, et puis ils ont pris du retard, et puis, ils ont tenu à ce que ça sorte en 2015, donc ils ont forcé pour le sortir en décembre, avec le résultat qu'on connaît. Ils avaient pris du retard, donc Rogue One aussi est sorti en décembre, l'épisode 8 sort en décembre, mais après on revient en mai, et a priori ça devrait rester pour les films suivants. Puisque le 24 mai, j'en ai eu l'info il y a quelques jours, en tant que l'annonce d'Indiana Jones 5 pour 2020, j'aurais dû le rajouter. Ceux qui sont en manque d'interaction de force, c'est vrai que c'est important de pouvoir le revoir en Indiana Jones. Et donc 24 mai 2019, épisode 9, et 2020, troisième Star Wars Story. Star Wars Story sur laquelle il y a beaucoup de rumeurs, on parlera demain peut-être plus en détail. Mais notamment, ce qui ressort pour l'instant, c'est soit Obi-Wan, soit Boba Fett, soit une romance jeune adulte, voilà, une veine d'Hunger Games et autres. Pour l'instant, voilà, a priori, on saura cet été, ça devrait être annoncé cet été, et peut-être que cet été, on aura aussi le titre de film sur Yann Solo. Peut-être que le film s'appellera Yann Solo, c'est très original, c'est la mode d'être original quand on fait du Star Wars. Et je crois que voilà, on était sur la fin, donc on va conclure gentiment sur le fait que 2015-2016, Star Wars, ils étaient un peu dans l'urgence pour sortir des choses. Ils ont sorti des trucs qui étaient un peu bâclés. Déjà en 2016, on voyait que c'était mieux, et pour l'instant, ça va de mieux en mieux. Moi, je trouve pas qu'on soit encore revenu au niveau d'avant, des comics, Clone Wars, des Dark Times, des Chevaliers de l'Ancienne République, de Legacy, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Les premières œuvres, je l'ai dit tout à l'heure, c'était sans ambition. Là, on commence à avoir de l'originalité, on commence à avoir du mieux, on commence à avoir du réfléchi. Alors, on va espérer qu'on reste sur cette tendance. Les œuvres annoncées, l'Inferno Squad,
le Battlefront, tout ça, c'est des bons indicateurs qui a une envie, donc en tout cas ça écoute les fans, que ça écoute les avis des fans. Alors, Battlefront a vraiment été une catastrophe. On voit que le nouveau jeu, que le prochain jeu apprend de ses erreurs, et j'ai envie de dire que ça sent bon. Ceci dit, on n'a toujours pas de rumeurs d'autres jeux que Battlefront. Oui, il y a des rumeurs. Oui, il y a The Republic qui vont utiliser. Et puis il y aura des jeux sur mobile, évidemment, parce que ça vend. Donc, en général, c'est des Candy Crush version Star Wars, c'est assez magnifique. Et oui, il y avait un autre truc que je voulais dire là, parce que c'est une rumeur que j'avais vu passer, on ne sait jamais. C'est vrai que le rachat de Lucasfilm par Disney a bien changé les choses au niveau de la licence Star Wars, mais il y a une rumeur qui a eu il y a une semaine sur le fait que Apple serait en train de réfléchir à racheter Disney. Voilà. Est-ce que Apple va se retrouver propriétaire de Lucasfilm ou pas? Bon, on verra. Est-ce que ça changera grand-chose? On ne sait pas. En tout cas, pour l'instant, les 2-3 années à venir, on va avoir du contenu, il y aura de quoi faire, et on est plutôt confiant pour la suite. Pas grand-chose à rajouter, c'est pas toi. Que la force soit avec vous, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se retrouve demain à 11h30 dans la salle du Cafard pour parler des Star Wars Stories, les spin-offs de 1978 à 2020. Merci beaucoup.